Les alarmes hurlaient dans le centre de commandement de la défense impériale, comme des bêtes blessées. Les officiers couraient entre les écrans holographiques qui clignotaient d'alertes rouges urgentes. L'amiral Ketra se tenait au centre du chaos. Les avant-bras croisés dans le dos, son visage écailleux ne laissait transparaître aucune émotion. Elle avait servi l'Empire valorien pendant 60 cycles. Elle avait vu des guerres, des rébellions et des catastrophes cosmiques. Mais jamais rien de tel. Rapport, ordonna-t-elle. Sa voix perça le brouhaha comme une lame. Le lieutenant Vossal se retourna, le visage blême. Amiral, la barrière quantique a été franchie. Secteur 749. Un vaisseau non identifié est apparu dans notre espace. Impossible. Ketra se dirigea vers l'écran principal. Le réseau de barrières encerclait les 10 000 systèmes stellaires valoriens. Il avait été conçu par les plus grands esprits de l'Empire. Aucun vaisseau ne pouvait le franchir sans les codes d'autorisation requis. La technologie n'existait tout simplement pas. Montrez-moi. L'écran afficha l'image d'un vaisseau. Ketra le contempla. Le vaisseau était petit comparé aux croiseurs valoriens. Son design était étrange. La coque était en métal lisse, peinte en blanc, avec des marquages bleus. Des panneaux solaires s'étendaient de ses flancs comme des ailes. Des ports de propulsion chimique parsemaient la partie arrière. Il paraissait primitif, ancien même. Avons-nous identifié l'espèce ? Demanda Ketra. Non, amiral. Ce modèle ne correspond à rien dans notre base de données. Nous avons répertorié 47 civilisations spatiales. Ce vaisseau n'appartient à aucune d'entre elles. Ketra ressentit une émotion rare, l'incertitude. Au cours de sa longue carrière, chaque menace avait été connue et répertoriée. Les pirates utilisaient des vaisseaux volés. Les rebelles pilotaient des modèles valoriens. Même le Dominion chrétien, pourtant hostile, disposait d'une technologie prévisible. Mais ce vaisseau était totalement inconnu. Où se trouve-t-il ? Il maintient sa position près d'Hesperus AT, la colonie minière. Le vaisseau est immobile. Il n'attaque pas. Il attend. Avons-nous tenté de le contacter ? Oui, amiral. Fréquence d'appel standard dans les 47 langues connues. Aucune réponse. Nous avons envoyé des suites mathématiques, des symboles de paix universels et même des pictogrammes simples. Rien. Le vaisseau demeura silencieux. Ketra prit sa décision rapidement. Dépêcher 3 croiseurs lourds. Formation Delta. Armes prêtes, mais non chargées. Je veux que ce vaisseau soit capturé intact. S'il résiste, neutralisez-le. Ne le détruisez qu'en cas d'absolue nécessité. Bien, amiral, répondit Vossal. Quelques minutes plus tard, 3 imposants croiseurs valoriens quittèrent la formation depuis la station navale voisine. Chaque vaisseau était 15 fois plus grand que Pio, le mystérieux bâtiment. Leur coque, d'un violet sombre, était imprégnée de boucliers énergétiques qui scintillaient comme de l'huile sur l'eau. Et des canons à plasma garnissaient leurs flancs. Des lanceurs de missiles étaient mis prêts à l'emploi. La puissance militaire de l'Empire était légendaire. Ces 3 vaisseaux à eux seuls pouvaient conquérir un petit système stellaire. Ketra observait l'écran holographique tandis que les croiseurs s'approchaient du vaisseau inconnu. La colonie minière d'Hesperus 7 y apparaissait comme un petit point. Des milliers de travailleurs valoriens y vivaient, extrayant des minéraux rares du champ d'astéroïdes. Ils avaient été évacués vers des abris souterrains. L'administrateur de la colonie avait signalé la panique parmi la population. Un vaisseau inconnu surgissant de nulle part. Voilà ce qui hantait les cauchemars des enfants. Amiral, nous détectons des signatures énergétiques inhabituelles provenant de ce vaisseau, annonça un technicien. Ces relevés ne correspondent à aucune source d'énergie connue. Ketra se dirigea vers son poste et analysa les données qui défilaient sur l'écran. La signature énergétique était irrégulière, fluctuant de façon inexplicable. Les vaisseaux valoriens utilisaient des réacteurs à antimatière stable. Les vaisseaux chrétiens, des cœurs à plasma. D'autres espèces avaient recours à la fusion, voire à la fission primitive. Mais cette signature était différente. Elle semblait pulser et se modifier comme si le vaisseau lui-même était vivant.
S'agirait-il d'une arme demanda-t-elle. Inconnu, amiral. Nos capteurs ne peuvent pas pénétrer la coque. Quel que soit le matériau utilisé, ils bloquent nos relevés. Ce n'est pas possible. Je sais, amiral, mais les données sont claires. Nous ne pouvons pas voir à l'intérieur de ce vaisseau. Ketra sentit ses écailles se hérisser. Une technologie capable de bloquer les capteurs valoriens n'existait pas. Même les chrétiens, leurs plus grands rivaux, ne pouvaient échapper au système de détection impériaux. Pourtant, ce vaisseau d'apparence primitive y parvenait. Le croiseur 1 est en position, annonça Vossal. La procédure d'amarrage est en cours. Sur l'écran, le premier croiseur se plaça à côté du vaisseau inconnu. Un tube d'amarrage s'étendait de la coque du croiseur, tendant vers le mystérieux vaisseau. Le tube contenait un système de raccordement universel conçu pour s'adapter à tous inconnus. Le croiseur 1 signale que le raccordement est incompatible, a déclaré Vossel. Le SAS est totalement inconnu. Ils ne peuvent pas établir l'étanchéité. Alors, découpez la coque, a ordonné Ketra, avec précaution. Je veux une équipe d'abordage à l'intérieur du navire dans l'heure. Avant même que l'ordre ne puisse être exécuté, tous les écrans du centre de commandement se mirent à clignoter. L'image du vaisseau inconnu changea. Des symboles apparurent sur sa coque, auréolés d'une douce lumière blanche. Ils semblaient anciens, presque dessinés à la main. Ketra les reconnut immédiatement. Un frisson la parcourut. « Appelez-moi un linguiste », lança-t-elle sèchement. « Immédiatement ?» En quelques secondes, l'érudit Prénix apparut sur un écran secondaire. Il était étagé. Ses écailles avaient viré au gris pâle. Il avait consacré sa vie à l'étude des langues anciennes et des civilisations disparues. « Amiral, comment puis-je vous aider? Regardez ces symboles. Dites-moi ce qu'ils signifient. » Prénix ajusta sa lentille. Ses yeux s'écarquillèrent. « Amiral, ce sont d'anciens glyphes de la langue des traîtres, une langue qui n'a pas été utilisée depuis plus de 2000 cycles. C'était la langue universelle avant l'adoption de la norme galactique moderne. Que disent-ils » Le vieux savant traça les symboles du doigt sur l'écran. Ils forment un seul mot, amiral, humain. Un silence pesant s'abattit sur le centre de commandement. Tous les officiers s'arrêtèrent et fixèrent l'écran. Ketra sentit un frisson la parcourir. Elle connaissait ce mot. Tout Valorien instruit le connaissait. « Ouvrez le dossier de préservation 3847 », ordonna-t-elle. La recherche dans la base de données ne prit que quelques instants. Un rapport apparut sur l'écran principal. Il datait de 300 cycles. Un vaisseau d'exploration avait découvert une petite étoile jaune dans un secteur reculé. La troisième planète de cette étoile abritait la vie, une vie primitive. L'espèce dominante se nommait elle-même humain. C'étaient des mammifères bipèdes sans armes naturelles, sans armure et sans capacités particulières apparentes. Ils vivaient en petits groupes et se battaient entre eux à l'aide d'armes métalliques. Leur technologie était pré-industrielle. L'équipe d'exploration avait recommandé de placer la planète sous le régime de préservation, interdisant tout contact jusqu'à ce que l'espèce soit capable de voyager dans l'espace par ses propres moyens. L'Empire avait donné son accord. Le dossier fut classé et oublié. « C'est impossible », murmura Ketra. Les projections estimaient que les humains ne parviendraient pas à voyager dans l'espace avant 500 cycles. Leur rythme de développement était dans les limites de la normale. Lentement mais sûrement. « Amiral », Vossal interrompit. Le vaisseau émet. Audio seulement. Le signal est en valorien parfait. Transmettez-le. Une voix féminine emplit le centre de commandement, parlant valorien avec un léger accent. Le ton était calme, voire amusé. « Vaisseau valorien. Ici le capitaine Sarah Chen du vaisseau Endeavour de la coalition terrienne. Nous venons en paix. Nous essayons de vous contacter depuis 6 heures en utilisant ce que nous pensions être des fréquences galactiques standards. Veuillez nous excuser si nous vous avons inquiété. Puis-je vous demander pourquoi vous pointez des armes sur un vaisseau diplomatique ?» Le centre de commandement fut plongé dans le chaos. Les officiers criaient en des questions. Les techniciens vérifiaient
et revérifiaient leur équipement. Kétra resta figé, les yeux rivés sur l'image du vaisseau à l'allure primitive qui s'affichait sur son écran. Des humains. Des humains arriérés, impossibles à atteindre, dans l'espace, parlant le valorien, avec une technologie capable de franchir la barrière quantique. Pour la première fois de sa longue carrière, l'amiral Kétra ne sut que faire. La salle du Haut Conseil était la pièce la plus impressionnante de l'Empire. Construite à partir de cristal extrait du cœur d'une étoile mourante, ses parois scintillaient de toutes les couleurs imaginables. Des écrans holographiques flottaient dans les airs, affichant des cartes stellaires, les positions des flottes et des données économiques. 50 conseillers étaient assis en cercle autour de l'estrade centrale, où des orateurs présentaient en leurs arguments. Chaque conseiller représentait un secteur différent de l'Empire. Ensemble, ils conseillaient l'empereur et prenaient des décisions qui affectaient des milliards de vies. Aujourd'hui, toutes les places s'étaient occupées. Aucun conseiller ne voulait manquer cet événement. L'amiral Kétra se tenait sur l'estrade centrale. Elle paraissait épuisée. Elle n'avait pas dormi depuis 2 jours. Derrière elle, l'image holographique du vaisseau humain tournait lentement. À côté, une seconde image montrait une femme humaine, le capitaine Sarah Chen. Son image avait été capturée lors de sa diffusion. Elle paraissait étrange aux yeux des Valoriens. Sa peau était lisse, sans écailles ni fourrure. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière. Ses yeux, petits et bleus, étaient perçants. Elle portait un uniforme simple et fonctionnel. Aucune décoration, aucun insigne de grade reconnaissable par les Valoriens. Juste un écusson sur son épaule représentant une planète bleue au continent vert. « Voici l'humaine, » dit Kétra. Elle se prétend capitaine. Son vaisseau s'appelle Endeavour. Elle affirme représenter une organisation appelée la Coalition terrienne. Le conseiller Vrentar, un vieux politicien connu pour ses opinions belliqueuses, se pencha en avant. « Comment est-ce possible, amiral ? Nos archives indiquent clairement que les humains étaient primitifs il y a 300 cycles. Pré-industriels. Ils venaient à peine de découvrir l'électricité. Je ne sais pas, conseillère. Mais les preuves sont claires. Ils sont là, dans l'espace, avec une technologie que nous ne comprenons pas entièrement. » « Que voulez-vous dire par « ne comprenons pas » demanda une autre conseillère. Kétra afficha un nouvel écran. Nos capteurs ne peuvent pas pénétrer leur coque. Leur signature énergétique ne correspond à rien dans notre base de données. Ils ont franchi notre barrière quantique, ce qui devrait être impossible. Et ils parlent un valorien parfait, malgré l'absence de tout contact préalable avec notre espèce. La salle du conseil s'emplit de murmures inquiets. Kétra poursuivit. Le capitaine Chen a demandé une audience auprès des dirigeants impériaux. Elle prétend porter les salutations officielles de son gouvernement. Elle souhaite établir des relations diplomatiques. Des relations diplomatiques ? Rentar laissa échapper un rire amer. Avec des primitifs ? C'est absurde. Nous devrions capturer leurs vaisseaux, étudier leur technologie et placer leur planète sous contrôle impérial avant qu'ils ne deviennent une menace. Je vous déconseille fortement cette action, déclara Kétra d'un ton ferme. Nous ignorons leurs capacités. Il pourrait s'agir d'un vaisseau éclaireur. Il pourrait y en avoir d'autres. Amiral, ce sont des humains. D'après nos dossiers, ce sont des créatures fragiles à l'espérance de vie courte. Quelle menace pouvait-il bien représenter ? Avant que Kétra ne puisse répondre, un message apparut sur son écran personnel. Ses yeux s'écarquillèrent. « Conseiller, je viens de recevoir de nouvelles informations de notre division de renseignement. Il semblerait que le capitaine Chen ait dit vrai sur un point. Elle n'est pas seule. » L'écran holographique principal changea. Il afficha une carte stellaire des secteurs voisins. 3 emplacements différents brillaient de marqueurs rouges. Nos stations de surveillance spatiale ont détecté des colonies humaines dans ces 3 systèmes. Toutes situées hors de l'espace valorien. Toutes établies au cours des 10 derniers cycles. Nous ne les avions jamais détectées, car nous ne les cherchions pas. Nous pensions que les humains étaient encore sur leur planète d'origine. Un silence pesant s'abattit sur la salle. 50 conseillers scrutaient la carte.
3 colonies, 3 établissements entiers, bâtis à l'insu de l'Empire. L'empereur en personne pénétra dans la salle par une porte dérobée. Tous se levèrent aussitôt. L'empereur Tarnix était très âgé, plus de 200 cycles. Ses écailles avaient viré à l'argent. Il se déplaçait lentement, soutenu par 2 gardes. Mais son regard restait perçant et intelligent. Il avait régné sur l'Empire pendant 80 cycles. Il en avait vu des vertes et des pas mûres, mais même lui paraissait troublé. « Amenez-moi cette humaine », ordonna l'empereur. Sa voix était calme, mais autoritaire. « Je lui parlerai moi-même. » 2 jours plus tard, le capitaine Sarachen se tenait dans la même salle où l'amiral Ketra avait présenté son rapport. Elle paraissait petite et fragile comparée aux imposants conseillers valoriens qui l'entouraient. Elle portait le même uniforme sobre, ni armes, ni garde. Seule au centre de la salle, elle semblait impassible. Trop impassible, pensa Ketra. L'amiral, posté près du trône de l'empereur, observait attentivement. Cette humaine Radiwa aurait dû être terrifiée. Elle était entourée d'êtres 2 fois plus grands qu'elle, au cœur d'un empire qui contrôlait 10 000 systèmes stellaires. Pourtant, elle ne laissa rien paraître de sa peur. « Capitaine Chen, » commença l'empereur, « bienvenue sur Valoria Prime. Je vous prie de m'excuser pour le malentendu initial sur Hesperus 7. » Sarah sourit. « Nul besoin de vous excuser, Votre Majesté. Nous aurions dû annoncer notre arrivée plus clairement. Nous apprenons encore les protocoles galactiques. Nous apprenons vite, semble-t-il. Votre Valorien est parfait. Nous avons eu d'excellents professeurs. Nous avons trouvé l'une de vos anciennes balises de reconnaissance il y a environ 8 ans. Elle contenait des fichiers de langue et des informations de base sur les principales puissances galactiques. Nous l'étudions depuis. « 8 ans » s'exclama Vrentar. « Impossible. Il faut des décennies pour maîtriser le valorien. » Sarah se tourna vers lui. « Je vous prie de m'excuser, conseiller, mais je ne connais pas votre nom. » « Je suis le conseiller Vrentar, représentant des secteurs militaires. Enchanté de vous rencontrer, conseiller. Pour répondre à votre question, l'humanité a développé des techniques d'apprentissage avancées grâce à la technologie d'amélioration neuronale. Nous pouvons apprendre les langues beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Actuellement, je parle 17 langues terrestres et 5 langues galactiques. » « Amélioration neuronale » demanda l'érudit Prénig. Il avait été invité à la réunion. « Vous voulez dire que vous avez modifié votre propre cerveau ? En quelque sorte, nous utilisons la nanotechnologie pour améliorer la mémoire et la vitesse d'apprentissage. C'est totalement sûr et réversible, » chuchotèrent les conseillers. La nanotechnologie n'était pas inconnue dans l'Empire, mais son utilisation pour modifier le cerveau était considérée comme dangereuse. La plupart des espèces avaient essayé, en vain. Le risque de dommage était trop élevé. « Capitaine Chen, » dit l'empereur, « je vais être direct. Comment votre espèce a-t-elle progressé si rapidement ? Il y a 300 cycles, vous n'aviez même pas atteint votre propre lune. À présent, vous franchissez nos défenses les plus avancées et établissez des colonies dans de nombreux secteurs. Un tel rythme de développement est sans précédent. » Sarah acquiesça. « Votre Majesté, les humains ont toujours excellé dans 2 domaines. Nous apprenons vite et refusons les limites. Quand nous avons découvert que nous n'étions pas seuls dans l'univers, tout a basculé. Pour la première fois de notre histoire, nous nous sommes unis en tant qu'espèce. Chaque nation, chaque gouvernement, chaque entreprise s'est concentrée sur un seul but, atteindre les étoiles avant de nous autodétruire. »« Vous vous êtes autodétruit » demanda l'empereur. « Oui, Votre Majesté. Nous ne sommes pas une espèce pacifique. Nous avons mené des guerres pendant des milliers d'années et avons failli anéantir notre propre civilisation à plusieurs reprises, à l'aide d'armes nucléaires, de maladies biologiques et de destruction de l'environnement. L'exploration spatiale nous a donné un nouveau but, une nouvelle frontière. Elle nous a sauvés de nous-mêmes. » L'amiral Ketra s'avança. « Capitaine, nos renseignements indiquent que vous avez des colonies dans 3 secteurs différents. Combien de vaisseaux la Terre possède-t-elle » Le sourire de Sarah s'élargit légèrement. « C'est une information classifiée, amiral, mais je peux vous dire qu'Endeavour n'est pas notre vaisseau le plus avancé. C'est en réalité l'un de nos modèles les plus anciens.
Nous le maintenons en service car il a fait ses preuves. » La salle s'embrasa. Les conseillers mirent à crier des questions. Si c'était un vieux vaisseau, à quoi ressemblait leur nouveau vaisseau? Combien en possédait-il? Quelles armes embarquait-il? L'empereur leva la main. Un silence de mort s'installa aussitôt. « Capitaine Chen, que souhaite votre gouvernement? » « Nous voulons la paix, votre majesté. Nous souhaitons des accords commerciaux, des échanges culturels et des traités de défense mutuelle. Nous savons que la galaxie est dangereuse. Nous avons déjà rencontré des espèces hostiles. Nous préférons avoir des amis plutôt que des ennemis. Et si nous refusons? Demanda Frentar froidement. Sarah soutint son regard sans ciller. Nous resterons donc neutres et nous concentrerons sur nos propres territoires. Mais je tiens à rappeler au Conseil que l'humanité a survécu et prospéré sur une planète qui a tenté de nous anéantir chaque jour. Ère glaciaire, supervolcan, impact d'astéroïdes, épidémies, prédateurs et notre propre violence. Nous sommes toujours là, nous savons nous adapter, nous sommes persévérants et nous ne renoncerons pas. L'empereur l'observa longuement. Vous décrivez votre espèce comme redoutable, capitaine. Je la décris comme honnête, votre majesté. Nous savons que nous sommes jeunes comparés à l'Empire. Nous avons beaucoup à apprendre, mais nous ne sommes pas faibles et nous ne partirons pas. Avant que quiconque puisse répondre, les alarmes retentirent dans tout le palais. L'amiral Ketra reçut un message urgent. Son visage pâlit. « Votre majesté, dit-elle d'une voix pressante, nous venons de recevoir des nouvelles de la colonie humaine nommée Nouvel Horizon. Le Dominion chrétien a lancé une attaque. Il tente de conquérir la colonie. » Tous les regards se tournèrent vers Sarah. Son expression calme demeura inchangée, mais une lueur froide apparut dans ses yeux. Quelque chose de dangereux. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle à voix basse. « L'attaque a commencé il y a 4 heures, » répondit Ketra. Sarah toucha un petit appareil à son poignet. Elle parla dans une langue que les Valoriens ne reconnurent pas. L'anglais, sa langue maternelle. La conversation fut brève. Lorsqu'elle eut terminé, elle regarda l'empereur. « Majesté, je dois retourner immédiatement à mon vaisseau. Mais avant de partir, je tiens à vous informer d'une chose. Les chrétiens ont commis une erreur. New Horizon abrite 50 000 humains, dont 20 000 anciens militaires. Ils sont armés, entraînés et furieux. De plus, 47 vaisseaux de guerre terriens arriveront sur New Horizon dans les 18 heures. « 47 » murmura Vrentar. Sarah sourit, mais son sourire n'était pas amical. « Ai-je oublié de le mentionner? La politique de la Terre est très simple. » La flotte de combat chrétienne arriva à New Horizon avec assurance. Le commandant Zaltek se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, le Crimson Talon, observant la colonie humaine grandir sur l'écran. C'était pitoyable. De petits dômes éparpillés à la surface d'une lune rocheuse. Quelques stations orbitales, du matériel minier. Rien d'impressionnant. « Ce sera rapide, » dit Zaltek à ses officiers. « Les humains sont des primitifs qui jouent un tiers à la civilisation. Nous allons leur remettre les pieds sur terre. » Les chrétiens étaient un peuple guerrier. Leur empire était plus petit que l'empire valorien, mais leur armée était redoutable. Ils avaient mené d'innombrables guerres au fil des siècles et conquis 17 espèces différentes. La force primait surtout. Lorsqu'ils apprirent que des humains établissaient des colonies près de leur territoire, ils le perçurent comme une insulte. Ces nouveaux venus devaient être remis à leur place. « Ouvrez le feu sur les stations orbitales !» ordonna Zaltex. « Détruisez-les toutes !» Des rayons de plasma fendirent l'espace. La première station orbitale explosa dans une boule de feu. La deuxième tenta de se déplacer, mais elle était trop lente. Elle se brisa sous le bombardement. La troisième activa ses boucliers, mais ils cédèrent en quelques secondes. Les armes chrétiennes étaient puissantes et avaient fait leurs preuves au combat. « Les stations orbitales sont détruites, commandant », rapporta son officier tactique.
Résistance minimale. Les humains fuient. Bien sûr qu'ils fuient, ricana Zaltex. Ils sont faibles. Préparez les forces de débarquement. Nous prendrons cette colonie pour le Dominion. 10 vaisseaux de transport descendirent vers la surface lunaire. Chacun transportait 200 soldats chrétiens. Ils étaient lourdement armés et blindés. Ils avaient net combattu des espèces bien plus dangereuses que les humains. Ce serait facile. Les transports atterrirent près du plus grand dôme. Les portes s'ouvrirent et les soldats en sortirent en masse, armes au poing. Ils s'attendaient à trouver des civils terrifiés. Au lieu de cela, ils découvrirent une place déserte. Pas un humain à l'horizon. « Où sont-ils » demanda un soldat. La réponse fut une explosion. Le transport, qu'ils venaient de quitter, s'embrassa. Puis une autre explosion, et encore une autre. En quelques secondes, les 10 transports n'étaient plus qu'un amas de débris fumants. « Embuscade !» cria quelqu'un. Des coups de feu éclatèrent de toutes parts. Mais ce n'étaient pas les armes à plasma auxquelles les chrétiens s'attendaient. Il s'agissait d'armes chimiques à projectiles, des balles primitives. Elles n'auraient pas dû pouvoir percer l'armure chrétienne, mais pourtant, elles y parvinrent. Les soldats commencèrent à tomber. « Renvoyez le feu !» hurla un officier. Les chrétiens firent feu avec leurs fusils à plasma sur les bâtiments. Les vitres volèrent en éclats, les murs s'écroulèrent. Mais le feu humain ne cessa pas. Les balles venaient de partout et de nulle part. Les chrétiens ne voyaient pas leur ennemi. Ils se servent des bâtiments comme abri, réalisa un autre officier. Ils connaissent le terrain, pas nous. D'autres chrétiens tombèrent. Leurs armures, qui les avaient protégés lors de dizaines de batailles, semblaient impuissantes face aux armes humaines. Les balles trouvaient leurs points faibles, articulations, joints, viseurs. Ces humains savaient exactement où viser. « Repliez-vous sur la zone d'atterrissage », ordonna le commandant. Mais il n'y avait plus de zone d'atterrissage. Seulement des décombres fumants. Les chrétiens étaient piégés en milieu urbain, face à un ennemi invisible. Soudain, les humains se révélèrent. Ils surgirent des bâtiments, de tunnels souterrains, de derrière des barricades préparées à l'avance. Ils portaient des armures de combat rudimentaires. Ils portaient donc des armes d'apparence rudimentaire comparées aux fusils à plasma chrétiens. Mais leurs mouvements étaient d'une précision et d'une discipline exemplaires. Ce n'étaient pas des civils. C'étaient des soldats. Un homme s'avança du groupe. Plus âgé, les cheveux grisonnants et le visage marqué de cicatrices, il portait un vieux fusil et une veste ornée d'écussons. Il s'exprima en crétois. « Je suis le colonel Marcus Webb, ancien membre des forces de défense de la Terre unie. Je suis désormais gouverneur de la colonie de New Horizon. Vous avez attaqué une colonie civile en violation du droit galactique. Rendez vos armes et vous serez traités comme prisonniers de guerre. Résistez et vous serez éliminés. » L'officier chrétien rit. « Vous croyez qu'on va se rendre à des primitifs ? Nous sommes des guerriers chrétiens. Nous avons conquis des mondes entiers. » Le colonel Webb soupira. « J'espérais bien que vous diriez ça. Les équipes de combat exécutent le plan Delta. Les humains ouvrirent le feu avec une précision coordonnée. Ils ne tiraient pas au hasard. Chaque coup était visé et contrôlé. Les chrétiens tombèrent en un ordre parfait. Leurs tirs de riposte ne touchèrent que le vide. Les humains avaient déjà pris de nouvelles positions. En 10 minutes, la force de débarquement chrétienne était anéantie. 200 soldats morts ou capturés. Pas une seule victime humaine. De retour en orbite, le commandant Zaltek fixait ses écrans, incrédule. Impossible. Comment des primitifs pourraient-ils vaincre des guerriers chrétiens entraînés ? « Commandant, nous recevons une transmission de la colonie », annonça son officier de transmission. « Transmettez-la. » Le colonel Webb apparut à l'écran. Il paraissait calme. Derrière lui, des soldats chrétiens capturés étaient agenouillés, les mains liées.
Commandant Xaltex, je présume, permettez-moi de vous expliquer quelque chose à propos des humains. Nous faisons la guerre depuis 10 000 ans. Nous avons perfectionné l'art de nous entretuer. Nombre de colons ici présents sont des vétérans des forces armées de la Terre. Nous avons combattu dans les jungles, les déserts, les villes et les montagnes. Nous maîtrisons la guerre urbaine. Nous connaissons les tactiques de guérilla. Nous savons transformer n'importe quel environnement en champ de bataille. Xaltax sentit la rage monter en lui. « Tu vas le payer, humain. J'ai 12 vaisseaux de guerre. Je réduirai ta colonie en cendres. »« Tu peux toujours essayer, » dit Webb, « mais je dois te dire quelque chose. Il y a environ 4 heures, New Horizons a émis un signal de détresse. La coalition terrienne prend très au sérieux les attaques contre notre peuple. La coalition terrienne prend très au sérieux les attaques contre notre peuple. Il vous reste peut-être 12 heures avant l'arrivée de notre flotte. À votre place, je partirai immédiatement, tant qu'il est encore temps. Je ne fuis pas les primitifs. Rugit Xaltex. Il coupa la transmission et se tourna vers ses officiers. Préparez un bombardement orbital. Nous détruirons la colonie entière depuis l'espace. Son officier tactique semblait nerveux. Commandant, le bombardement de cibles civiles est considéré comme un crime de guerre selon le droit galactique. L'Empire valorien pourrait intervenir. Qu'il le fasse. Ce sont les humains qui ont commencé, en établissant des colonies sur notre territoire. Nous ne faisons que défendre ce qui nous appartient. Les vaisseaux chrétiens se mirent en position de bombardement. Leurs armes prirent pour cible la colonie en contrebas. Mais avant qu'ils ne puissent faire feu, de nouveaux contacts apparurent sur leurs capteurs. Des vaisseaux émergeaient d'un voyage supraluminique, de nombreux vaisseaux. Commandant, nous détectons 47 vaisseaux en approche. Ils émettent des codes d'identification de la coalition terrienne. 47. Exactement comme l'avait dit le colonel humain. Xaltex sentit sa confiance vaciller. De quel type de vaisseau s'agit-il? Inconnu. Commandant. Nos capteurs ne peuvent les identifier. Ils ne correspondent à aucun modèle connu. La flotte humaine se déploya en formation parfaite. Ils n'attaquèrent pas immédiatement. Au contraire, ils courent, attendirent. Un vaisseau s'avança en tête. Il était plus grand qu'un croiseur chrétien, mais plus petit qu'un cuirassé. Sa coque était gris foncé avec des marquages blancs. Une transmission parvint à destination. Cette fois, il s'agissait d'une autre personne. Une femme aux cheveux noirs, vêtue d'un uniforme de capitaine. Xaltex l'a reconnue grâce au rapport de renseignement. Capitaine Sarah Chen. Vaisseau chrétien. Ici le capitaine Chen du TCS Endeavour. Vous avez attaqué une colonie civile, violant de multiples traités galactiques. Vous avez tué des innocents et détruit des infrastructures civiles. Vous avez une chance de vous rendre pacifiquement. Xaltex rit. J'ai 12 vaisseaux de guerre humains. Vous êtes peut-être plus nombreux, mais nous avons une puissance de feu supérieure et des siècles d'expérience au combat. L'expression de Sarah resta impassible. Je vous ai donné une chance. Souvenez-vous-en. La transmission s'interrompit. Un instant, rien ne se passa. Puis la flotte humaine attaqua. Ce fut une bataille spatiale sans précédent à Xaltax. Les humains ne chargèrent pas en formation. Ils n'échangèrent pas de bordées comme les marines civilisées. Au contraire, ils se déplaçaient comme un essaim d'insectes, rapides, imprévisibles. Leurs vaisseaux se séparèrent en groupes et attaquèrent de plusieurs directions simultanément. Les canons à plasma chrétiens firent feu, mais les vaisseaux humains esquivèrent avec une agilité incroyable. Plus petits et plus rapides que tout ce que Xaltex avait affronté jusqu'alors, ils utilisèrent leur vitesse comme une arme, apparaissant et disparaissant de la portée de ses artilleurs, avant même qu'ils aient pu les repérer. Puis les humains ripostèrent. Leurs armes étaient étranges. Ni plasma, ni laser. Autre chose. Des missiles d'une vitesse fulgurante. Des rayons d'énergie qui transperçaient nos rances et les boucliers comme s'ils étaient invisibles. Et quelque chose de nouveau. Quelque chose de terrifiant. Un croiseur chrétien a tout simplement disparu. Présent un instant, il n'était plus là. Pas détruit, juste disparu. Disparu dans le vide spatial. Qu'est-il advenu de la frappe du Venom?
demanda Xalfax. Inconnu, commandant. Nos capteurs indiquent une distorsion spatiale massive à sa dernière position. C'est comme si le vaisseau avait été aspiré dans une autre dimension. Un autre croiseur a disparu, puis un autre. Les chrétiens tirèrent désespérément, mais sans parvenir à toucher les vaisseaux humains qui se déplaçaient à grande vitesse. Pendant ce temps, les vaisseaux chrétiens disparaissaient, explosaient ou s'éteignaient simplement, leur système défaillant. « Ils utilisent une sorte d'arme à trous de verre !» cria l'officier scientifique. « Ils téléportent notre vaisseau quelque part. »« Où ça ?» hurla Xaltax. « Je n'en sais rien. » Les calculs nécessaires à cette technologie devraient être impossibles. La bataille de Wosoa dura moins d'1 heure. À la fin, 6 vaisseaux chrétiens avaient été détruits. 4 avaient disparu dans la dimension obscure où les humains les avaient envoyés. 2 s'étaient rendus. Seul le vaisseau amiral de Xaltex restait opérationnel et de justesse. Le visage de Sarah Chen réapparut sur son écran. « Commandant, votre flotte est vaincue, vos troupes de débarquement sont capturées, votre bombardement a échoué. À présent, vous... » La nouvelle de la bataille de New Horizons se répandit à travers la galaxie en quelques jours. Toutes les espèces en eurent connaissance. Le Dominion chrétien, l'une des forces militaires les plus puissantes de l'espace connu, avait été humilié par une espèce présente dans l'espace depuis seulement 15 ans. Certaines espèces riaient, d'autres s'inquiétaient. L'Empire valorien, lui, ne manifesta ni l'un ni l'autre. Ils estimèrent que l'empereur Tarnik est assis dans ses appartements privés, en train de lire des rapports. L'amiral Ketra se tenait à proximité, attendant sa réponse. Le silence régnait dans la pièce, hormis le léger bourdonnement des écrans holographiques. « 47 vaisseaux, finit par dire l'empereur. Ils ont déployé 47 vaisseaux pour secourir une colonie. » Qu'est-ce que cela nous indique, amiral? Qu'ils possèdent davantage de vaisseaux, votre majesté. Beaucoup plus. S'ils peuvent en consacrer 40 à 47 à la défense d'une seule colonie, leur flotte totale doit être considérable. Et ces armes? La technologie des trous de verre. Nos scientifiques affirment que cela devrait être impossible. Ketra acquiesça. La technologie humaine progresse à un rythme imprévisible. Ce qui paraît impossible aujourd'hui pourrait devenir banal demain. Leur apprentissage est exponentiel, non linéaire. L'empereur a posé sa tablette. Un choix s'impose. Nous pouvons considérer les humains comme des ennemis potentiels, ce qui entraînerait une course aux armements que nous risquons de perdre. Ou bien, nous pouvons les considérer comme des alliés potentiels. Le conseiller Vrentar s'opposera à toute alliance. Il perçoit les humains comme une menace. Le conseiller Vrentar voit des menaces partout. C'est pourquoi il est utile. La peur nous maintient en alerte. Mais la peur sans sagesse conduit aux erreurs. Les chrétiens l'ont appris à leurs dépens. Une clochette retentit. La secrétaire de l'empereur entra et s'inclina. « Votre Majesté, le capitaine Chen est de retour sur Valoria Prime. Elle souhaite être reçue. Faites-la entrer. » Sarah entra quelques instants plus tard. Elle paraissait fatiguée mais sereine. Elle s'inclina respectueusement. « Votre Majesté, merci de me recevoir. Capitaine Chen, j'ai appris que votre colonie a repoussé avec succès l'agression chrétienne. »« Oui, Votre Majesté. Malgré des pertes minimes de notre côté, les chrétiens ont subi des pertes importantes. Nous avons rendu leurs prisonniers et leur avons offert une assistance médicale. »« Vous avez rendu vos prisonniers ?» demanda Ketra, surprise. « Après leur attaque contre votre colonie ?»« Oui, amiral. Nous ne croyons pas à la cruauté gratuite. Les soldats obéissaient aux ordres. Nous ne leur en voulons pas personnellement. Nous leur avons toutefois clairement fait savoir que toute attaque future sera intolérable. » L'empereur l'observa attentivement. « Vous êtes une espèce fascinante, capitaine. Vous combattez avec une efficacité brutale. Et pourtant, vous faites preuve de clémence envers vos ennemis vaincus. Vous développez des armes qui défient les lois de la physique. Et pourtant, vous établissez des colonies axées sur l'agriculture et la recherche.
Vous vous prétendez pacifique, et pourtant vous avez anéanti une flotte de combat chrétienne en moins d'une heure. Qui sont vraiment les humains? Sarah réfléchit un instant avant de répondre. Majesté, l'être humain est plein de contradictions. Nous sommes capables d'une grande bonté comme d'une violence terrible. Nous construisons et nous détruisons. Nous aimons et nous haïssons. Ce qui nous définit en tant qu'êtres humains, c'est que nous sommes toujours les deux à la fois. Nous menons des guerres pour instaurer la paix. Nous développons des armes pour protéger les plus faibles. Nous sommes agressifs, car l'histoire nous a appris que les espèces passives disparaissent sur Terre. Tous les grands prédateurs étaient plus forts, plus rapides et mieux armés que nous. Nous avons survécu grâce à notre intelligence, notre capacité d'adaptation et notre esprit de coopération. Nous ne sommes ni l'espèce la plus grande, ni la plus forte, mais nous refusons la défaite. C'est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. L'empereur se pencha en arrière sur son trône. J'ai décidé de proposer à l'humanité une alliance formelle. L'Empire valorien et la coalition terrienne signeront un traité de défense mutuelle. Nous partagerons nos technologies, établirons des routes commerciales et nous soutiendrons mutuellement face aux menaces communes. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement. Votre Majesté, c'est d'une générosité incroyable, mais je dois vous demander pourquoi. Qu'est-ce que c'est ce que l'Empire gagne à s'allier avec une civilisation aussi jeune? Honnêtement, capitaine, nous avons la certitude que vous ne deviendrez pas notre ennemi. Après avoir vu ce que vous avez fait aux chrétiens, je préférerais que les humains combattent à nos côtés plutôt que contre nous. La galaxie est vaste et dangereuse. De solides alliés sont précieux. Il y a aussi une autre raison, ajouta l'amiral Ketra. L'innovation humaine. Vous progressez plus vite que toutes les espèces que nous avons rencontrées. Une alliance nous donne accès à cette innovation. Nous pouvons apprendre les uns des autres, sourit Sarah. J'accepte au nom de la coalition terrienne, Soucée, réserve de l'approbation de notre gouvernement. Mais je dois vous mettre en garde, Votre Majesté. S'allier avec les humains implique certaines responsabilités. Nous ne tolérons pas l'esclavage. Nous ne permettons pas le génocide. Nous intervenons lorsque des civils sont menacés. Ces positions sont non négociables. L'Empire valorien a aboli l'esclavage il y a 4000 siècles, déclara l'empereur. Nous avons des lois contre le génocide et les crimes de guerre. Nos valeurs sont peut-être plus compatibles que vous ne le pensez. Dès lors, je crois que nous avons les fondements d'une alliance solide. Le traité officiel fut signé 3 semaines plus tard. Des représentants des deux gouvernements se rencontrèrent sur une station neutre. La cérémonie fut retransmise dans tout l'espace valorien. Nombre de citoyens étaient curieux de connaître leurs nouveaux alliés. Certains étaient enthousiastes, d'autres nerveux. Le conseiller Vrentar était furieux. Debout dans la salle du Haut Conseil, il s'adressait à ses collègues conseillers, la colère à peine contenue. « C'est de la folie. Nous nous allions à des primitifs qui ne sont dans l'espace que depuis 15 ans. Ils sont imprévisibles, violents et potentiellement dangereux, » répondit calmement le vieux linguiste Prénix. Ils sont aussi novateurs, adaptables et étonnamment honorables. Ils ont rendu les prisonniers chrétiens alors qu'ils auraient bien pu les exécuter. Ils ont offert des soins médicaux à ceux qui les avaient attaqués. Ce ne sont pas là les agissements de barbares sans cervelle. Ils ont détruit 6 vaisseaux de guerre chrétiens et en ont téléporté 4 autres dans des dimensions inconnues. Ils pourraient nous faire subir le même sort. Ils le pourraient, dit l'empereur en entrant dans la salle. Mais ils ne le feront pas, car nous n'attaquons pas leur colonie. Nous ne menaçons pas leur peuple. Les humains ont prouvé qu'ils répondent à l'agression par une force écrasante et à la diplomatie par une véritable coopération. Nous serions fous de choisir l'agression alors que la coopération nous est offerte de bon cœur. Brentar n'était pas convaincu. Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, vous jouez l'avenir de l'Empire avec ces créatures. Et s'ils nous trahissent, et si leur ascension fulgurante les pousse à se passer d'alliés? Nous réglerons ce problème le moment venu, répondit l'empereur. Pour l'instant, l'Alliance sert nos intérêts à tous les deux. Conseiller,
je vous suggère de visiter l'une de leurs colonies. Rencontrez ces humains par vous-même. Vous pourriez être surpris. Brentar a fait exactement cela. 3 semaines ainsi après la signature du traité, il s'est rendu dans une colonie agricole humaine appelée Greenhaven. Il s'attendait à trouver des campements rudimentaires et des gens peu instruits. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Greenhaven était magnifique. La colonie avait été construite en harmonie avec le paysage naturel, sans le défigurer. Les fermes utilisaient des techniques hydroponiques et de génie génétique de pointe pour produire des récoltes qui nourrissaient des millions de personnes. Les villes étaient propres et fonctionnelles, avec une architecture qui fusionnait plusieurs cultures terrestres en un style unique. La population était diverse, représentant différentes couleurs de peau, langues et traditions, mais tous travaillaient ensemble. Frenta rencontra l'administratrice de la colonie, une femme nommée Dr Amara Okafor. C'était une scientifique spécialisée en terraformation et en génie écologique. Elle lui montra des projets qui avaient des décennies d'avance sur tout ce que les Valoriens entreprenaient. Comment avez-vous atteint un tel niveau de terraformation en seulement 6 ans demanda Vrentar, observant une forêt luxuriante qui ne devrait pas exister dans l'environnement hostile de cette planète. Le docteur Okafor sourit. Par essai et erreur, conseillère. Nous avons échoué à maintes reprises avant de réussir, mais l'être humain sait tirer des leçons de ses erreurs. Chaque erreur nous apprend quelque chose de nouveau. Cette technologie pourrait transformer des mondes désolés à travers l'Empire. Nous serions heureux de la partager. C'est bien là le but d'une alliance, n'est-ce pas? S'entraider. Frentar passa 3 jours à Greenhaven. Il y rencontra des fermiers, des ingénieurs, des enseignants et des soldats. Il mangea de la nourriture humaine, étonnamment bonne. Il observa des enfants humains jouer à des jeux qui lui rappelaient les traditions d'enfance valoriennes. Il commença à comprendre quelque chose d'important. Les humains n'étaient pas si différents des autres espèces. Ils avaient des familles. Ils avaient des espoirs et des rêves. Ils bâtissaient des communautés et œuvraient pour un avenir meilleur. Oui, ils étaient capables de violence. Mais il en allait de même pour toutes les espèces ayant survécu assez longtemps pour atteindre l'espace. Ce qui rendait les humains uniques, ce n'était pas leur violence, mais leur optimisme. Malgré leur histoire brutale, malgré toutes les guerres, les catastrophes et les quasi-extinctions, les humains croyaient encore que demain pouvait être meilleur qu'aujourd'hui. Ils continuaient de tendre vers les étoiles, avec espoir, plutôt qu'avec crainte. À son retour sur Valoria Prime, Vrentar demanda une entrevue privée avec l'empereur. « Votre Majesté, je me suis trompé. L'Alliance était la bonne décision. Les humains ne sont pas une menace à contenir. Ils sont une ressource précieuse. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, conseiller ? J'ai rencontré un enfant humain sur Greenhaven. Elle avait peut-être 8 cycles. Elle étudiait la xénobiologie, découvrant la culture valorienne et des dizaines d'autres espèces. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu qu'elle voulait devenir diplomate. Elle souhaitait aider les différentes espèces à se comprendre. Une enfant de 8 cycles rêvait de paix galactique. Un tel optimisme est rare dans la galaxie, Votre Majesté. Nous devons la protéger, non la détruire. L'empereur sourit. Je suis heureux que vous compreniez. La galaxie a besoin d'espoir. L'humanité en est porteuse en abondance. Mais cette nouvelle alliance ne faisait pas l'unanimité dans la galaxie. Dans la capitale chrétienne, les chefs militaires se réunirent pour discuter de leur humiliante défaite. Le commandant suprême Kralix s'adressa au conseil de guerre avec une fureur glaciale. Les humains nous ont humiliés. Ils ont donné une image de faiblesse au dominion chrétien aux yeux de toute la galaxie. Cela est intolérable. Nous allons reconstruire notre flotte. La guerre a commencé à un endroit appelé la Faille. Il s'agissait d'un secteur neutre entre l'espace chrétien et valorien. 3 portes de saut reliaient le secteur au reste de la galaxie. Quiconque contrôlait le Faille contrôlait des routes commerciales qui influençaient des échanges se chiffrant en billions de crédits.
Les chrétiens lancèrent une attaque massive, espérant s'emparer du secteur avant que l'Alliance ne puisse réagir. Ils se trompaient. Le commandant suprême Kralix menait personnellement la flotte chrétienne. 200 vaisseaux de guerre, la plus grande flotte que le Dominion ait rassemblée depuis 50 ans. Et il se tenait sur la passerelle de son super cuirassé, l'Endless War, observant la frontière se réduire sur ses écrans. « Cette fois sera différente », dit-il à ses officiers. « Nous nous sommes préparés. Nous avons étudié les tactiques humaines. Nous ne serons plus pris au dépourvu. » La flotte chrétienne émergea d'un voyage supraluminique en formation parfaite. Les groupes de combat se déployèrent, couvrant tous les axes d'approche. Les chasseurs décollèrent. Les boucliers s'activèrent. Chaque vaisseau était prêt. Puis arrivèrent pour les humains et les Valoriens. La flotte de l'Alliance était plus réduite, seulement 100 vaisseaux au total, 50 croiseurs valoriens et 50 vaisseaux humains. Mais ce qui leur manquait en nombre, ils le compensaient par une excellente coordination. Les deux flottes avançaient comme une seule, leur formation s'imbriquant parfaitement. L'amiral Ketra commandait les forces valoriennes depuis son vaisseau amiral. Le capitaine Chen commandait les forces humaines depuis un nouveau vaisseau, le TCS Défiance. Il était plus grand que l'Endeavour, conçu spécifiquement pour le combat naval. Les deux commandants communiquaient en permanence, leurs tactiques s'enchaînant parfaitement. « Force chrétienne détectée », rapporta l'officier tactique de Ketra. « 200 vaisseaux. Ils sont 2 fois plus nombreux que nous. »« Le nombre ne fait pas tout, » répondit Ketra. Elle ouvrit un canal de communication avec Sarah. « Capitaine, Shen, vos troupes sont-elles prêtes ? » ?»« Prêtes et en attente, amiral. Montrons-leur ce que signifie la coopération. » La bataille commença par une attaque des chrétiens. Leurs canons à plasma tirèrent des salves coordonnées, conçues pour submerger les boucliers défensifs. C'était une tactique chrétienne classique qui avait fait ses preuves depuis des siècles. La flotte de l'Alliance se dispersa. Les vaisseaux valoriens prirent la gauche, les vaisseaux humains la droite. Les salves de plasma frappèrent le vide. Avant même que les chrétiens puissent ajuster leurs tirs, la contre-attaque commença. Les vaisseaux valoriens bénéficiaient de boucliers et d'une puissance de feu supérieure. Ils attirèrent l'attention des chrétiens, encaissant les dégâts tandis que leurs armes pilonnaient les vaisseaux ennemis. Pendant ce temps, des vaisseaux humains fendaient le chaos avec la rapidité des requins. Plus petits et plus rapides que les croiseurs valoriens, ils se faufilaient aisément entre les formations chrétiennes. Leur tactique était sans précédent pour les chrétiens. Ils ne combattaient ni avec honneur, ni selon des schémas prévisibles. Ils attaquaient par surprise, utilisant les champs de débris comme couverture. Ils ont tiré des missiles qui se fragmentaient en des dizaines d'ogives plus petites, submergeant les systèmes de défense rapprochés. Ils étaient imprévisibles, ingénieux et d'une efficacité redoutable. Kralix observait sa flotte peiner à s'adapter. Ils se battent comme des pirates, pas comme des guerriers militaires d'honneur. Commandant, 3 de nos groupes de combat sont hors de combat. Les humains ciblent nos moteurs, nous laissant impuissants, mais en vie. Ils devraient nous détruire, pas nous mettre hors d'état de nuire. Quel genre de guerre est-ce là? La réponse parvint par un canal ouvert. La voix de Sarah Chen fut diffusée à toute la flotte chrétienne. Force chrétienne, ici le capitaine Chen. Nous neutralisons vos vaisseaux au lieu de les détruire, car nous ne sommes pas là pour commettre un génocide. Nous sommes là pour vous donner une leçon. Rendez-vous maintenant et vos équipages seront traités avec respect. Continuez le combat et nous vous priverons de votre capacité de combat. Le choix vous appartient, jamais, rugit Kralix. Tous les vaisseaux, concentrez vos tirs sur le vaisseau amiral humain. Tuez leur commandant. 50 vaisseaux chrétiens pointèrent leurs armes vers le Défiance. La puissance de feu aurait suffi à vaporiser une petite lune. Mais le vaisseau humain ne prit pas la fuite. Au lieu de cela, il activa une arme que les chrétiens n'avaient jamais vue. L'espace lui-même sembla se courber autour de ce défi. Les projectiles de plasma, déviés par une sorte de champ gravitationnel, s'écartèrent de leur cible
et atteignirent des vaisseaux chrétiens, victimes de tirs amis. « Qu'est-ce que c'est ce que c'est » demanda Kralix. « Une sorte de manipulation gravitationnelle. Localisée » répondit son officier scientifique, la voix empreinte d'admiration et de crainte. « Ils courbent l'espace-temps autour de leur vaisseau. Nos armes sont inefficaces. » Le Défiance ne se contenta pas de se défendre. Il attaqua. Un rayon d'énergie violette jaillit de son canon principal. Le rayon n'explosa pas à l'impact. Au lieu de cela, il traversa les boucliers d'un croiseur chrétien comme s'il n'existait pas. Les systèmes du vaisseau s'éteignirent, morts dans l'espace, non détruits, mais complètement hors service. La voix de Sarah parvint à nouveau. C'était un rayon perturbateur neuronal. Il désactive les systèmes électroniques sans nuire à l'équipage. Nous pouvons faire cela à chaque vaisseau de votre flotte, commandant, où vous pouvez vous rendre et sauver votre peuple. Kralix ressentit une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée au cours de sa longue carrière militaire. Le désespoir. Les humains ne se contentaient à un pas de gagner. Ils donnaient l'impression que c'était facile. Ils possédaient des armes et des tactiques auxquelles les chrétiens ne pouvaient résister. Pire encore, ils faisaient preuve de clémence, ce qui les rendait encore plus puissants en apparence. « Tous les vaisseaux, dit-il calmement, repliez-vous, retournez dans l'espace chrétien. Commandant, nous ne pouvons pas reculer. Notre honneur ne vaudra rien si nous sommes tous morts. Repliez immédiatement, c'est un ordre. » La flotte chrétienne commença à se replier. Les vaisseaux humains et valoriens les poursuivirent, mais sans engager le combat. Ils se contentèrent de les poursuivre sans lancer l'attaque. Ils se contentèrent de repousser l'ennemi. Alors que les chrétiens atteignaient une vitesse supraluminique, ils laissèrent derrière eux 15 vaisseaux hors service et des milliers de membres d'équipage dans des capsules de sauvetage. La flotte de l'Alliance lança immédiatement des opérations de sauvetage. Ils soignèrent les chrétiens blessés avec le même dévouement que s'ils étaient leurs propres hommes. Ils leur fournirent nourriture, eau et soins médicaux. Les prisonniers chrétiens étaient désemparés. Ils s'attendaient à être torturés ou exécutés. Au lieu de cela, ils furent traités comme des invités. Un soldat chrétien, blessé et apeuré, demanda à son médecin humain « Pourquoi nous aidez-vous ? Nous vous avons attaqué. » Le médecin, une jeune femme nommée Lieutenant Park, lui sourit doucement. « Parce que vous êtes blessé et que nous ne sommes pas des monstres. La guerre est déjà assez terrible sans y ajouter de cruauté. Vous êtes le fils de quelqu'un, l'ami de quelqu'un. Vous méritez des soins médicaux, quel que soit le camp pour lequel vous combattez. » Le soldat la fixa, cherchant à comprendre. Les humains étaient incompréhensibles pour lui. Ils combattaient avec une efficacité brutale, mais faisaient preuve de bonté envers leurs ennemis vaincus. Ils possédaient des armes capables de détruire des planètes, mais les utilisaient pour neutraliser des vaisseaux. Ces contradictions étaient impossibles à prévoir et à comprendre. De retour sur leur monde d'origine, les deux camps analysèrent la bataille. Les chrétiens avaient subi une défaite cuisante. Leurs pertes étaient relativement faibles, mais leur fierté était anéantie. L'Alliance avait prouvé que la supériorité numérique ne pesait rien face à une coordination et une technologie supérieure. L'empereur Tarnax réunit son conseil militaire pour discuter de la victoire. L'Alliance a parfaitement fonctionné. La tactique humaine, combinée à la puissance de feu valorienne, a créé une force supérieure à la somme de ses parties. Les humains n'en finissent pas de nous surprendre, déclara l'amiral Ketra. Leur technologie de manipulation de la gravité est tout simplement incroyable. Pourtant, ils l'ont utilisée au combat comme si c'était une routine. D'où viennent ces innovations ? Demanda un conseiller. Ketra afficha un rapport. Selon le capitaine Chen, les scientifiques humains travaillent dans des environnements extrêmement compétitifs. Universités, entreprises et laboratoires gouvernementaux se livrent une véritable course pour développer de nouvelles technologies. Ils partagent librement leurs recherches fondamentales, mais rivalisent pour créer des applications pratiques.
Cette compétition stimule l'innovation rapide. Compétition. L'Empire valorien partage toutes ses recherches scientifiques entre ses membres. Nous coopérons, nous ne nous faisons pas concurrence. Certes, nos recherches progressent de façon constante, mais lentement. L'humanité progresse grâce à un chaos créatif. Les deux systèmes ont leur mérite, mais en termes de rapidité, la méthode humaine est clairement plus efficace. L'empereur hocha la tête, pensif. Nous avons beaucoup à apprendre de nos alliés. Amiral, je souhaite que vous établissiez une station de recherche conjointe où des scientifiques humains et valoriens pourront collaborer. Nous combinerons nos méthodes et observerons les résultats. Excellente idée, Votre Majesté. Sur Terre, le Conseil de la coalition terrienne se réunissait pour discuter de la guerre. Ils se réunirent à Genève, dans un bâtiment qui avait jadis accueilli des négociations de paix lors des conflits les plus sanglants de l'humanité. Désormais, il servait de lieu de discussion sur la guerre galactique. Le secrétaire général Okonkwo prit la parole devant le Conseil. La bataille de Ken de la Faille Timbal fut un succès, mais la guerre n'est pas terminée. Les chrétiens se reconstruiront et attaqueront de nouveau. Nous devons nous préparer à un long conflit. Nos installations de production fonctionnent déjà à plein régime, a indiqué le ministre de la Défense. Nous construisons 30 nouveaux navires de guerre par mois. Nos chantiers navals sur la Lune, Mars et Titan sont tous opérationnels. Qu'en est-il des nouveaux systèmes d'armes? Les perturbateurs neuronaux ont parfaitement fonctionné. Les boucliers gravitationnels ont dépassé nos attentes. Nous développons également un nouveau système. Projet Helios. Il utilise l'énergie solaire concentrée comme arme. Les premiers essais sont prometteurs. Quel est notre bilan jusqu'à présent? Aucun mort lors de la bataille de la division. 12 blessés, tous légers. Notre tactique consistant à neutraliser les vaisseaux ennemis plutôt qu'à les détruire s'est avérée efficace, tant sur le plan militaire que moral. Un conseiller de l'Union européenne a pris la parole. Je suis préoccupé par les conséquences à long terme. Nous montrons à la galaxie que les humains sont de redoutables guerriers. Cela inspirera-t-il la crainte aux autres espèces? Nous percevrons-elles comme une menace? Le secrétaire général Okonkwo a examiné attentivement la question. La peur est inévitable lorsqu'on fait étalage de sa force. Mais le respect vient de la façon dont on utilise cette force. Nous avons traité prix,